je vais vous présenter la question du tabagisme. Le tabagisme désigne le terme médical qui rend compte de l'intoxication aiguë ou chronique provoquée par l'abus de tabac fumé. C'est un fléau à l'échelle mondiale. La relation tabac-cancer bronchique a été établie depuis longtemps, notamment depuis l'augmentation de la consommation mondiale de cigarettes depuis les années 1950. Paradoxalement, le tabac, qui est un produit de consommation courante, tue prématurément 50% de ses consommateurs. La consommation de tabac peut provoquer près de 35 maladies chroniques. En plus des maladies respiratoires et des cancers bronchopulmonaires, le tabagisme peut être responsable de maladies cardiovasculaires, notamment des maladies coronariennes, des pathologies digestives, surtout des cancers digestifs, des cancers rénaux et des cancers de la vessie, et enfin, il est à l'origine de cancers ORL. L'OMS estime que la consommation de tabac provoque près de 5 millions de morts dans le monde. En Algérie, 2 enquêtes récentes menées par l'Organisation mondiale de la santé retrouvent respectivement des prévalences de 9% chez l'adolescent, dont 17,5% de garçons, et une prévalence de consommation de 15% chez l'adulte. Ce diagramme, qui a été tiré d'une étude publiée en 2012, rend compte des difficultés à obtenir un sevrage chez les consommateurs de tabac versus d'autres addictions, à l'instar des consommateurs d'alcool, des consommateurs de cocaïne et des consommateurs d'autres opioïdes. Si on prend l'exemple de la cocaïne, le taux d'arrêt avec un placebo chez ces consommateurs est estimé à 47%, alors qu'il est de 8% chez les consommateurs de tabac. Cette étude illustre le fait que le tabac soit une drogue dure qui entraîne une dépendance très forte chez ses consommateurs. Dans la fumée de tabac, on a identifié près de 4000 composants. Donc en plus de la nicotine, qui est l'agent de dépendance tabagique, on retrouve également de nombreuses substances toxiques comme le formaldéhyde, l'ammoniac et l'acétone, ainsi que de nombreux cancérogènes, à l'instar des benzènes et des goudrons. Le comportement tabagique ne peut être expliqué seulement par la dépendance physique à la nicotine. En effet, ce comportement est renforcé également par une dépendance complexe d'ordre psychocomportemental. La nicotine de la fumée de tabac est considérée comme l'acteur principal de cette dépendance. Après une absorption au niveau de la bouche, la nicotine arrive en 7 secondes au niveau du cerveau, entraînant un effet shoot. La nicotine est considérée comme une substance psychoactive qui agit sur des récepteurs cérébraux situés sur le système de récompense du cerveau, entraînant une libération de dopamine, ce qui entraîne un bien-être du fumeur. Tout fumeur a un taux basal de nicotine sérique, et toute baisse de ce taux va entraîner ou pousser le fumeur à refumer. Tous ces éléments plaident pour que le tabac soit considéré comme une drogue dure. Ce schéma résume le cycle de dépendance due à la nicotine. En effet, après avoir fumé la première cigarette, la nicotine à l'état gazeux va être rapidement absorbée au niveau buccal pour gagner aussi rapidement le cerveau au bout de 7 secondes et se lier à ce niveau au récepteur nicotinique alpha-4 bêta-2. Cela va provoquer la libération de la dopamine qui va entraîner la sensation de bien-être chez le fumeur. Lorsque le taux de dopamine va chuter au niveau cérébral ainsi qu'au niveau sanguin,
cela va entraîner une envie de refumer chez le fumeur. On reconnaît deux marqueurs principaux liés au risque tabagique. D'abord, le premier marqueur, c'est la dose cumulative de tabac qui est évaluée en paquets années. Le nombre de paquets années est calculé en fonction du nombre de cigarettes fumées par jour multiplié par le nombre d'années de tabagisme subdivisé sur 20. Le deuxième marqueur de risque tabagique étant l'âge de début et la durée du tabagisme. Le risque tabagique ainsi que la dépendance seront plus importants en cas d'âge de début jeune du tabac. Le risque est augmenté également en cas de plus longue durée d'exposition. Le troisième marqueur de risque tabagique est lié au sexe. En effet, certaines études concordantes ont retrouvé un surrisque tabagique chez les femmes par rapport aux hommes, c'est-à-dire que pour une même quantité consommée de tabac, les femmes présentent un risque plus élevé de développer des maladies respiratoires, voire des cancers, que chez les hommes. Avant d'envisager toute tentative thérapeutique, il est important d'évaluer l'état motivationnel du fumeur par rapport à un éventuel sevrage. Pour cela, on va procéder selon le schéma de Prochaska qui envisage plusieurs stades motivationnels. D'abord, on a le fumeur satisfait qui peut envisager de s'arrêter dans 40 à 60% des cas, après éventuellement un conseil minimal. Puis après le stade de considération, il peut décider de s'arrêter. Après une préparation qui peut être initiée par un tabacologue, il va essayer de s'arrêter, faire des tentatives du moins. Dans 10 à 30% des cas, ces fumeurs arrêtent. Ils peuvent soit maintenir cet arrêt et ne plus recommencer à fumer, soit ils recommencent à fumer et regagner le cycle de nouveau. Le test de Fagerström est un questionnaire dont le but est d'évaluer la dépendance au tabac. Donc il consiste à poser 6 questions aux fumeurs et de coter les réponses de 0 à 3. Le total va nous permettre d'évaluer le degré de dépendance vis-à-vis du tabac. Les résultats du test de Fagerström vont être interprétés comme suit. Lorsque le total est inférieur ou égal à 4, il s'agit d'une dépendance qui est faible. Lorsque le total est inférieur ou égal à 6, la dépendance est moyenne. Et au-delà de 7 jusqu'à 10, il s'agit d'une dépendance forte à très forte. Parmi les moyens thérapeutiques afin d'obtenir le sevrage tabagique, on a le conseil minimal qui est donné par un professionnel de la santé lors d'une consultation pour un motif autre que l'arrêt du tabac et en dehors de toute demande de sevrage de la part du patient. Son but est de permettre la maturation de la décision d'arrêter. Donc il va consister à demander de façon assez systématique à chaque fumeur s'il consomme du tabac et s'il a envisagé la possibilité de s'arrêter de fumer. Donc si le patient veut arrêter de fumer, on peut l'orienter vers un tabacologue ou fournir les informations concernant un traitement efficace contre la dépendance. La prise en charge du fumeur ne se conçoit que dans le cadre de la consultation de sevrage. Celle-ci s'adresse à des patients qui sont motivés et volontaires. Les médecins qui doivent la pratiquer sont des médecins spécialistes ou des médecins généralistes qui doivent être obligatoirement formés en tabacologie. Parmi les moyens thérapeutiques à la disposition du médecin tabacologue,
les plus connus étant les substituts nicotiniques. Le plus souvent, on utilise des patchs, qui sont des dispositifs transdermiques, qui libèrent la nicotine à travers la peau. On a également les gommes à mâcher, qui sont dosées à 2 ou 4 mg, des comprimés sublinguaux ou des comprimés à sucer, et enfin des inhalateurs dont le principal intérêt est de préserver la gestuelle du fumeur, c'est-à-dire de porter le dispositif vers la bouche. L'adaptation de la dose de la nicotine se fait selon un principe simple. Une cigarette équivaut à 1 mg de nicotine. Le tout est de retrouver le bon dosage et ne pas tomber dans le syndrome de sevrage qui est fréquent et qui peut se traduire par des troubles de l'humeur, de l'insomnie, de l'irritabilité, voire des troubles de concentration ou une majoration de l'appétit. Le surdosage, par contre, est plus rare. Il peut se traduire soit par une bouche pâteuse, des signes digestifs de type diarrhée, nausée, voire des palpitations, des céphalées ou une insomnie. Les autres médicaments du sevrage tabagique non nicotinique sont d'abord le bupropion, qui est un antidépresseur qui a prouvé dans certaines études son efficacité concernant le sevrage tabagique. La deuxième molécule est la varénicline, qui est considérée comme un agoniste-antagoniste des récepteurs nicotiniques alpha-4 bêta-2. Son mécanisme d'action est double. D'abord, elle agit comme agoniste partiel, afin de diminuer essentiellement le besoin impérieux de fumer et afin d'atténuer les symptômes de sevrage. D'autre part, la varénicline diminue l'effet de récompense et de renforcement en bloquant la liaison de la nicotine grâce à son action antagoniste. La conduite du sevrage tabagique ne s'envisage que chez des fumeurs qui sont motivés. On débutera par une évaluation de la dépendance grâce au test de Fagerström. Devant une dépendance qui est faible, on utilisera des outils d'aide à la motivation, un accompagnement psychologique dans le cadre d'une thérapie cognitivo-comportementale. À ce stade, on peut envisager une automédication par des substituts nicotiniques. Le principal but étant de prévenir les rechutes. En cas de dépendance moyenne à forte, il est important d'évaluer le terrain, les comorbidités et les risques d'effets indésirables. Le traitement sera basé sur les substituts nicotiniques et éventuellement sur l'association à des traitements adjuvants, type bupropion ou varénicline. Là aussi, la prévention des rechutes est importante, notamment par le dépistage des symptômes de sevrage tabagique. Et devant ce genre d'effets secondaires, il est important d'équilibrer le dosage en substitut nicotinique. Concernant la cigarette électronique, et bien qu'elle ait de nombreux avantages, elle n'a pas encore une place valide dans le sevrage tabagique. En effet, contrairement à la cigarette classique, la vapoteuse ne libère pas de monoxyde de carbone, ni de quantité de cancérigènes comme on le voit avec le tabac. La vapeur qui est libérée par la cigarette électronique est essentiellement de la vapeur d'eau, donc qui ne contient pas de toxiques comme on le voit avec la fumée de tabac. Et enfin, pour les recommandations françaises, l'utilisation de la e-cig peut s'envisager chez le fumeur qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'arrêter avec les traitements validés, mais également chez le fumeur qui demande à utiliser la cigarette électronique pour le sevrage ou qui l'utilise déjà pour cette raison. Je vous remercie pour votre attention.